Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons étudier l'art qui est inclus dans la question de la culture et en particulier nous allons voir que l'art fait partie de ces choses qui nous permettent de nous libérer de la nature et de nos besoins premiers. Et ce sera la question essentielle qui va nous servir de fil conducteur durant cette leçon. Est-ce que l'art nous permet de nous libérer et comment? De nous libérer sans, encore une fois, de nos besoins et de notre matérialité. Écoutons d'abord André Malraux qui nous dit comment l'art peut nous dépasser la question de la mort. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. S'il n'y avait pas eu M. Malraux. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est quel est le rôle de l'art dans la culture? D'abord, la première question à poser, c'est est-ce que l'art est un besoin ou un plaisir? Quelques définitions. Je vous rappelle ce que nous avions vu à propos de la culture en général, c'est que la culture est la transformation par le travail de la nature. Donc ce sont toutes les choses qui sont humaines, alors que la nature, c'est ce qui est sans l'homme. La technique a un grand rôle à jouer dans cette transformation de la nature. La technique, elle a pour mission la satisfaction de nos besoins. Et le travail, généralement, est une nécessité vitale. On verra tout à l'heure qu'il n'en est pas de même pour l'art. L'artiste et l'artisan ne sont pas les mêmes. En effet, de la même manière que nous l'avons vu jusque-là, on peut considérer que l'artisan fait partie des personnes qui fabriquent de la culture, c'est-à-dire qui transforment la nature, par une technique. Mais ce travail, lui aussi, est soucieux de la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Donc nous ne sommes pas encore, on ne peut pas considérer le travail de l'artisan comme un travail artistique. Voyons de plus près la définition de l'art. On peut dire que la définition de l'art, c'est, par rapport à ce que nous avons vu jusque-là, ce qui n'est pas utile. Parce que le beau n'est pas utile. C'est un fait important dans notre manière d'arriver, grâce à l'art, à nous libérer des questions de besoin et donc de ce qui nous enchaîne à la matière. Nous allons le voir petit à petit. Donc on a la nature, le travail, les techniques de l'artiste qui nous permet cette fois-ci non plus de satisfaire des besoins, mais une satisfaction esthétique. L'art n'est pas une nécessité vitale et ne répond pas à des besoins. Je crois que ça a été suffisamment démontré. Un exemple, par exemple, cette voiture, elle est faite pour rouler et satisfaire évidemment un besoin, d'aller d'un point A à un point B. Quand on voit ce qu'en fait l'artiste, on comprend qu'on passe dans une toute autre dimension. Ça, c'est la même voiture, si je puis dire, mais dans un musée à Porto, qui a certainement pour idée de nous montrer la question de la vitesse. En tout cas, on voit bien qu'on est dans quelque chose de totalement inutile. De la même manière, les pommes qui peuvent nous servir à satisfaire un besoin, eh bien voilà ce qu'elles deviennent quand l'artiste s'en empare. Alors, est-ce qu'on peut même dire que l'art est encore un plaisir? On va voir que dans une certaine manière, oui. Mais rappelons-nous que dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. C'est Théophile Gautier qui nous le dit. Kant est intéressant parce qu'il va interroger toujours cette notion de plaisir et il va nous
bien nous expliquer que le beau, ce n'est pas ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est vrai pour moi. Et ce qui est beau, c'est vrai pour tout le monde. Par exemple, je peux trouver agréable de me promener dans les pins parce que ça me rappellera mon enfance. Et du coup, j'aurais tendance à les trouver beaux. Mais en réalité, ce plaisir agréable, simplement agréable, n'est pas véritablement beau puisque rien ne me dit que les autres sauront le partager ou pourront le partager. Un autre pourrait considérer qu'une promenade dans les pins n'a pas le moindre intérêt. Or, l'exigence de la beauté, c'est qu'elle plaise à tout le monde. C'est ce que dit Kant. Le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. Donc on le voit bien, le beau, qui est la production de l'art, eh bien, ça n'est pas ce qui est agréable. Ça dépasse encore quelque chose qui serait dans le besoin et satisfaction d'un besoin particulier, valable pour un seul et pas pour tous. Rentrons dans le détail de ce qu'il nous dit. Voilà ce que nous dit Kant. En ce qui concerne l'agréable, c'est le principe suivant qui est valable, à chacun son goût. Il en va tout autrement du beau. Il n'y a pas lieu d'appeler beau un objet qui ne plaît qu'à celui qui le trouve beau. Affirmer que quelque chose est beau, c'est attendre des autres qu'ils éprouvent la même satisfaction. Il ne juge pas pour lui seulement, mais pour tout le monde, et il parle de beauté comme si c'était une propriété des choses. S'il juge autrement, il les blâme et leur dénie ce goût dont, par ailleurs, il l'affirme qu'ils doivent l'avoir. Emmanuel Kant, critique de la faculté de juger. En un mot commençant, ce que nous dit Kant ici, c'est surtout de... Si à toute question qui nous est posée sur le beau, on répond à chacun suivant son goût, les goûts sont dans la nature, ou je ne sais, le beau est valable pour un tel et puis pas pour l'autre, le beau est relatif, tout ça ce sont des mauvaises réponses. On parle simplement de ce qui serait agréable. Le beau, il doit être au-delà de cela, et il doit être reconnu comme beau par tous, s'il est véritablement beau. Alors surtout, pas de réponse du à chacun son goût et à chacun suivant son plaisir particulier. Quelque chose de beau doit servir à tout le monde parce que, encore une fois, quand il est utile à tout le monde ou pensé beau par tout le monde, ça veut dire qu'il a dépassé le particulier des besoins et qui s'approche de quelque chose qu'on pourra appeler, on va le voir, la liberté. Résumons, le besoin donc, c'est ce qui nous rattache à la matière, bon, avoir faim par exemple, tout simplement. Et cette matière, elle est contingente, c'est-à-dire qu'elle est changeante, elle est hasardeuse, on peut aussi la perdre. Tandis que le beau ne doit pas être perdu. Il n'est pas quelque chose qui dépend des goûts, justement, et qui dépend du temps du moment. Il est quelque chose... Donc la contingence, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de hasardeux qui n'est pas nécessaire, comme on va le voir. Par exemple, les pommes sont contingentes dans la mesure où, une fois que j'en aurai satisfait mon besoin de les manger, eh bien j'aurai envie d'une autre pomme. C'est un peu le complexe de la boîte de chocolat comme on avait vu plus haut, dans une autre leçon. Donc l'art, ce n'est pas un besoin, c'est une satisfaction de l'esprit, pas de la matière. On est du côté de l'esprit, et on est du côté de l'inverse de la contingence, c'est-à-dire du nécessaire et de la liberté. L'art, c'est ce qui me libère de la matière. Alors, donc c'est ce qui me libère de la matière et qui provoque un plaisir, c'est certain, mais un plaisir esthétique. On est complètement dans l'idée de culture, puisque rappelez-vous, la culture, c'est ce qui transforme la nature en quelque chose qui me libère de la nature, puisque sans quoi, sans la culture, sans par exemple le travail, je serais complètement dépendant du fait que les choses poussent ou ne poussent pas, sont à ma portée ou ne sont pas à ma portée. Eh bien, on est toujours dans cette idée-là. La culture, c'est ce qui me libère de la matière. Mais écoutons un peu de beauté.
bien, on le voit clairement, cette beauté que l'on vient d'entendre est totalement inutile dans un sens, elle est immatérielle, entièrement spirituelle. Par contre, quelqu'un qui serait tout simplement et tout bêtement sourd ou aveugle, ou ce qui serait privé d'odorat, eh bien, ne pourrait pas accéder à la beauté. Donc on va voir que la beauté, elle dépend quand même de la matière. Et du fait, du coup, évidemment, le plaisir esthétique aussi. Voyons la définition ou la description du plaisir esthétique. Le plaisir esthétique est plaisir de nos sens. Il réjouit notre vue, notre rétine, exaltation des couleurs, des tons, des valeurs, tel clair-obscur de Rembrandt. Il enchante notre ouïe, tendu vers la mélodie, à l'écoute de la sonorité de l'instrument, la flûte enchantée. Il comble notre toucher, à la caresse de certaines étoffes, tel galets lissés par la mer. Le plaisir esthétique est donc d'abord cela, une jouissance sensible qui émeut et fait vibrer ces organes réceptifs que sont nos sens. On voit donc bien que le plaisir esthétique n'est pas simplement spirituel, il est aussi lié à la matière, et on verra que le travail de l'artiste, c'est la même chose, il est lié à la matière. Parce que, tout simplement, une œuvre d'art, elle est faite de matière. Même, on peut dire, donc, la musique qui est peut-être l'un des arts les plus spirituels, eh bien, il est dépendant de notre corps, et du coup, de la matière lui aussi. Ça va avoir des conséquences, bien sûr. Alors, revenons sur le beau et la façon dont il se fabrique et dont il est fabriqué. Eh bien, on a d'abord le beau dans la nature ou une œuvre d'art, et puis ce beau, il passe par l'émotion, mais par mon corps à ce moment-là, et aussi par mon esprit, donc on a les deux. Ça me permet d'acquérir une représentation de la nature et du réel, dans un tableau par exemple, qui va me représenter un paysage, et tout cela donc procurera une satisfaction esthétique, encore une fois, différente du simple besoin. L'art procure un plaisir esthétique gratuit, c'est-à-dire inutile. Ou disons, sans utilité, puisque on pourrait, inutile, ça pourrait être considéré comme un qualificatif péjoratif. Donc, résumons-nous ce que nous avons vu dans cette première partie. L'art, comme toute la culture, pose la question de notre rapport à la matière, la nature, le réel. Par exemple, le travail nous permettait de transformer la nature pour nous libérer de nos besoins vitaux en les satisfaisant. L'art, par contre, nous permet d'explorer un domaine qui n'est pas fait pour satisfaire un besoin, et en ce sens, nous libère de la matière. Cependant, il passe par notre corps en passant par nos sens et nous procure un plaisir esthétique qui réconcilie, et ça c'est le plus important, la matière et l'esprit, et en ce sens nous libère. Voyons ce qu'en dit Malraux à propos de l'ouverture des maisons de la culture, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il voulait que les Français viennent se cultiver tout simplement en nombre. De quoi s'agit-il essentiellement? D'abord, d'un changement absolument total de civilisation. La raison d'être de cette maison, mesdames et messieurs, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui que soit donné à tous ce que les hommes ont fait depuis toujours. Jamais le monde n'a connu une pareille puissance d'imaginaire. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. La maison de la culture, c'est vous. On voit bien ici que Malraux nous explique que la culture est quelque chose qui nous libère et qui doit être évidemment accessible à tous. Alors, puisqu'on arrive à une conciliation de l'esprit et de la matière grâce à l'art et à la recherche du beau, on va voir comment ça se passe exactement du côté du créateur, c'est-à-dire de l'artiste. Eh bien, l'artiste, il se trouve que
Parce que l'art permet de réconcilier la matière et l'esprit, il permet une liberté qui s'exprime dans la création de l'artiste. La création inscrit l'esprit dans la matière à partir d'un projet. C'est-à-dire, tout simplement, je commence par imaginer ce que je voudrais faire, et ensuite, je le réalise dans la matière. Donc ça n'est pas, encore une fois, simplement un discours, c'est aussi une réalisation concrète, matérielle, l'art. Alors l'imagination a un grand rôle là-dedans. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former ou de créer des images d'objets non perçus ou d'objets irréels, de faire des combinaisons nouvelles d'images. Ça crée un projet. Et qui dit projet, dit liberté, dit inscription de l'homme dans la nature. Bon, par exemple, j'ai imaginé une maison et je la fabrique. Ou par exemple, Léonard de Vinci, quand il voit ce bloc de marbre, imagine ce qu'il va pouvoir en faire, et il en fait une statue de Moïse. Donc mon projet me permet d'inscrire mon imagination dans la matière, de faire ce que j'imagine, de le créer, de le fabriquer. Mais ça n'est pas sans règle, puisque le fait de s'adresser à la matière n'est pas une liberté sauvage en quelque sorte, c'est en passer par les règles de la matière et de la nature. Donc mon projet, il n'arrivera à s'inscrire dans la matière que si je respecte un certain nombre de choses, par exemple la dureté du marbre, et la façon, et si je suis capable de transformer ce marbre, en connaissant ses particularités. Donc le projet d'artiste, ce n'est pas une liberté sans règles, ça passe aussi par un savoir-faire, ça s'apprend d'ailleurs là, la fabrication d'objets artistiques. Qui dit projet dit beau dit harmonie, qui dit harmonie dit règle, qui dit règle dit ordre. L'artiste donc répond à des lois. Sa liberté doit respecter les contraintes de la matière et de la nature. Donc on a un esprit qui s'inscrit dans la nature, mais qui respecte les lois de la matière sur laquelle il travaille. On a un exemple dans ce travail d'un homme préhistorique qui a vu dans la matière son œuvre. Là, c'est vraiment accepter complètement de se fondre et de comprendre la matière pour en faire une œuvre. Et on voit qu'il a vu dans la matière du fond de la grotte, eh bien, cette forme de cheval qu'il a simplement souligné. De la même manière, à Lascaux, les particularités des roches sont utilisées pour faire des perspectives, donner des perspectives nouvelles, et de toute façon, en passer par des règles qui sont imposées par la matière sur laquelle on travaille. Et d'ailleurs, Kant nous explique que le génie, c'est celui qui comprend ces règles de la nature. Le génie est le talent, le don naturel, qui permet de donner à l'art ses règles. Bon, quelqu'un qui est génial, c'est celui-là, c'est qu'il va donner des règles à l'art. Mais, puisque le talent, en tant que faculté productive innée de l'artiste, ressortit lui-même à la nature, on pourrait formuler ainsi la définition: le génie est la disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles. Non, c'est E-E-S-T, pardon. Donc, disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles, c'est-à-dire que, effectivement, le génie, c'est celui qui est capable de comprendre les règles naturelles qui lui permettront de travailler, qui est capable de comprendre la nature en quelque sorte et capable de faire des œuvres artistiques, en alliant donc la matière et l'esprit. Action de l'interprétation. Alors, ce respect des lois de la matière ne suppose pas que la liberté disparaisse. Il reste une possibilité, évidemment, pour l'artiste d'interpréter ce qu'il voit. Et même d'ailleurs, sans quoi, il ferait la photographie, et encore la photographie, elle n'est pas objective. Il ferait des sciences ou des mathématiques. Donc, non, il ne fait pas des sciences et des mathématiques, il interprète la nature, et cette interprétation, c'est l'action de reproduire un modèle de la nature de manière personnelle, selon sa propre vision des choses. L'artiste interprète le réel librement. Alors, cette interprétation, il peut la faire de deux manières, on va le voir, soit en respectant par contre des lois artistiques qui lui ont été données par la tradition,
comme dans l'art des icônes. Alors là, cette fois-ci, les icônes, c'est toujours la même chose. Il n'est pas question pour l'artiste de faire autrement que ce que la tradition lui dicte de faire. Donc il va respecter exactement. On pourrait à la limite ne pas pouvoir dater cette œuvre dans la mesure où depuis des siècles on fait des icônes de la même manière dans cette religion orthodoxe. D'ailleurs, si on regarde, ce portrait a été fait des siècles avant. Par contre, soit c'est une inspiration qui n'appartient pas à l'artiste, mais ça peut aussi être une expression d'une inspiration qui appartient à l'artiste, qui est cette fois-ci complètement subjective. Là, il va inventer de nouvelles règles. On pourrait dire que ça aussi, le génie est capable de le faire. Et on a un très bel exemple chez le Gréco qui s'inspire des règles de ce qu'on vient de voir de l'icône grecque, mais évidemment, il la sublime d'une manière différente. En tout cas, il l'interprète à sa manière. Et il va au-delà peut-être de l'icône. En tout cas, il invente de nouvelles. Donc il est bien libre. L'expression d'une inspiration qui n'appartient pas à l'artiste, ou alors, donc on vient de le voir, l'expression d'une inspiration qui appartient à l'artiste, qui est subjective. Mais en tout cas, l'art est toujours l'expression d'une liberté de l'artiste qui s'inscrit dans la matière. Donc on a les deux qui fonctionnent ensemble. Résumons-nous. Donc, l'artiste réconcilie la matière et l'esprit et peut ainsi inscrire son projet, son imagination, sa liberté dans la matière. Cependant, son projet doit respecter les lois de la matière pour créer une œuvre qui sera matérielle, ce qui n'empêche pas d'interpréter la nature sans la recopier objectivement. Cette interprétation peut suivre des règles que l'artiste n'invente pas lui-même, ou être le fruit de la subjectivité particulière de l'artiste. On peut penser par exemple à Picasso, qui a inventé une façon de peindre. Donc une liberté qui respecte la matière, la nature et ses lois, sans lui être soumise. Extrait. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Maintenant, nous allons voir en quoi on peut dire qu'une chose est belle. Il ne suffit pas de la créer en suivant des règles, il faut encore qu'il y ait un spectateur. Là, on s'était placé du côté de... Nous étions placés du côté de l'artiste. Cette fois-ci, nous allons nous placer du côté du spectateur et voir en quoi le spectateur peut reconnaître dans une œuvre de la beauté. Alors déjà, il faut savoir que l'artiste nous étonne, il doit nous étonner. Il faut se laisser étonner d'ailleurs pour se laisser emporter par ses œuvres. Bon, on a un exemple ici qu'on imagine récent qui nous parle et qui nous pose la question de savoir ce que vont devenir les rapports humains avec les masques. Il nous montre aussi, et il nous pose des questions, il nous montre que bien très longtemps, on représentait les choses sans perspective, et puis grâce à l'artiste, on s'est rendu compte qu'il y a une perspective, et que nous regardons de manière en perspective. C'est l'artiste qui nous l'a fait comprendre, en quelque sorte. Et la perspective est rentrée dans l'art, évidemment. Donc l'artiste nous montre des choses que nous ne verrions pas sans lui. Par exemple, ici, cette photographe montre... des Américains qui sont extrêmement pauvres, ou alors cet artiste, Jeff Koons, qui fabrique un objet étonnant, qui nous montre quelque chose, à nous de l'interpréter ensuite. Ou encore un artiste qui part d'une réalité et qui nous montre en quelque sorte une réalité cachée dans cette réalité. Vous aurez reconnu les colonnes de la place des Quinconces. Et voilà comment il arrive à nous la représenter, en nous interpellant, en nous montrant en quelque sorte ce qui est caché dans la réalité, grâce à son art.
On peut dire donc que l'art est toujours une création à partir de la matière de la nature, dont il se libère en créant des objets nouveaux, des sensations nouvelles qu'il propose à celui qui voit et écoute ses œuvres. Donc, il lui propose quelque chose. Ensuite, la question, c'est de savoir ce qu'en pensera, évidemment, le spectateur. Mais toute œuvre d'art est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons sans que son irréductible singularité soit altérée. C'est-à-dire que c'est le regard du spectateur qui va faire l'œuvre d'art. Ce n'est pas nécessairement une seule interprétation qui sera vraie. Ça, c'est ce que nous dit Umberto Eco. L'œuvre d'art est au croisement de la subjectivité de l'artiste et de celle du spectateur. Elle est un dialogue proposé par l'artiste. Évidemment, encore une fois, si on se refuse à se laisser étonner, on ne comprendra, on ne profitera pas en fait de l'art. Alors l'esthétique, d'une manière plus générale, pour la définir, c'est l'esthétique qui dit la manière dont la sensibilité humaine est affectée par des objets. Cette expérience fait intervenir le jugement de goût qui dit « c'est beau ». Voilà, grâce à la sensation ou le plaisir esthétique que nous avons vu plus haut, eh bien nous sommes affectés par des objets fabriqués par l'artiste. Et à ce moment-là, nous dirons « c'est beau » ou « c'est pas beau ». Alors la question, c'est de savoir si le beau est universel. On en a déjà parlé à propos de l'agréable. Le beau n'est pas l'agréable, donc il tend à vouloir être universellement reconnu. Par exemple, ici, la Joconde fait... tout le monde est à peu près d'accord pour trouver qu'elle est belle. Là, quand il est soumis au regard d'autrui et la rencontre de deux libertés qui, à partir de lui, peuvent dialoguer. Donc ça veut dire que, là encore une fois, on ne dira pas à chacun son goût, mais on essaiera de discuter avec l'artiste, ou avec l'œuvre si l'artiste n'est pas là, en quelque sorte, pour essayer de comprendre ce qui est proposé. Comme dans un dialogue, une discussion. Alors on peut aller jusqu'à dépasser complètement la question de la beauté et de l'harmonie, et proposer quelque chose au spectateur qui va l'interpeller de la même manière dont il trouvera, il ressentira un sentiment vis-à-vis de ce qu'il voit. Ici, certainement, le temps qui passe. Ici, la légèreté, peut-être. Ici, bien, le besoin, justement, et qui nous rattache à la matière et peut-être à la mort. Et j'aime bien celui-là aussi, c'est dans Don't Think, Think. Alors, il faut savoir quand même que le sociologue Bourdieu pense que le jugement de goût, c'est-à-dire le fait de décider qu'une chose est belle ou ne l'est pas, c'est influencé par notre culture, mais la culture de notre classe sociale. Et on peut considérer que la classe dominante a tendance à imposer son goût à tout le monde. Donc on peut dire que l'artiste propose son œuvre aux spectateurs et leur montre une réalité interprétée par sa subjectivité. Voilà. Il y a encore une dernière définition de la beauté, c'est celle que donne Kant à propos du sublime. Alors je vous laisse d'abord voir ce qu'il se trouve sublime. Vous aurez compris que ce que Kant trouve sublime, ce sont les spectacles de la nature, mais des spectacles effrayants. Alors ça, son raisonnement est assez intéressant. Il nous dit, et on va voir que le sublime, du coup, ça va être l'union, l'expression de cette union qu'on cherche depuis le départ entre l'art et la liberté, qui nous libère des choses naturelles qui pourraient, elles, nous emprisonner. Par nos besoins, ou tout simplement par leur propre force. Lisons le texte. Des rochers odysseusement suspendus au-dessus de nous et faisant peser comme une menace, des nuages orageux s'accumulant dans le ciel et s'avançant dans les éclairs et les coups de tonnerre,
des volcans dans toute leur puissance destructrice, les ouragans auxquels succède la dévastation, l'océan immense soulevé de fureur, la cascade gigantesque d'un fleuve puissant, etc., réduisent notre pouvoir de résister à une petitesse insignifiante en comparaison de la force dont ces phénomènes font preuve. Alors il commence par nous dire, ces spectacles grandioses nous montrent notre petitesse, et nous montrent en fin de compte que nous avons très peu de pouvoir, et que notre liberté semble complètement annihilée par la force de ces catastrophes, de ces tempêtes. Mais plus leur spectacle est effrayant, plus il ne fait qu'attirer davantage, pourvu que nous nous trouvions en sécurité. Là, évidemment, il précise que je ne pourrai apprécier ce spectacle que si je suis en sécurité. Et nous nommons volontiers sublimes ces objets parce qu'ils élèvent les forces de l'âme au-dessus de leur moyenne habituelle et nous font découvrir en nous un pouvoir de résistance d'une toute autre sorte qui nous donne le courage d'être capable de nous mesurer avec l'apparente toute-puissance de la nature. Ce qui se passe, c'est que quand je vois ces spectacles-là, évidemment, si je suis à l'abri, eh bien, je me rends compte que moi, j'ai la même force parce que je suis capable de le regarder, j'en suis le spectateur. Et j'ai une liberté vis-à-vis de ça, puisque j'ai un pouvoir de résistance d'une toute autre sorte qui me donne le courage d'être capable de me mesurer avec l'apparente puissance de la nature. Je suis libre vis-à-vis de ça. Sa force irrésistible nous fait certes connaître en tant qu'être de la nature notre faiblesse physique, mais en même temps, elle dévoile un pouvoir de nous juger comme indépendants par rapport à elle et une supériorité à l'égard de la nature. En regardant en quelque sorte et en trouvant le sublime, c'est-à-dire beau, extrêmement beau en quelque sorte, eh bien je montre que je suis libre vis-à-vis d'elle. Un animal, par exemple, qui ne verrait dans la nature que des moyens de se nourrir, n'aurait jamais cette capacité, cette liberté pour regarder la nature et la trouver belle. En vertu de quoi la nature n'est pas considérée comme sublime dans notre jugement esthétique en tant qu'elle engendre la peur, mais parce qu'elle fait appel à la force inscrite en nous pour que nous considérions ce dont nous nous soucions, bien, santé et vie, comme de petites choses. C'est-à-dire que le sublime nous fait comprendre, voilà ce qu'on avait vu depuis le départ, c'est que les petits besoins, les besoins de tous les jours sont des petites choses. En ce sens, la nature est dite ici sublime simplement parce qu'elle élève l'imagination à la représentation de ces cas où l'esprit peut se rendre sensible à la sublimité de sa propre destination dans ce qu'il a de supérieur même à la nature. C'est-à-dire qu'en regardant la nature, je comprends que je suis supérieur à elle. Voilà l'idée. Donc on arrive ici à ce que nous cherchions, c'est véritablement la beauté comme ce qui nous libère complètement de la nature. Avec l'idée du sublime, comme le plus haut degré du beau, Kant nous montre que le spectacle de la beauté effrayante de la nature nous apprend en même temps notre force et notre liberté parce que nous sommes capables de comprendre cette beauté. Donc nous arrivons à la fin de notre leçon qui s'interrogeait sur la capacité de l'art à nous libérer de la matière.